Alors, bonjour tout le monde. Euh, je m'adresse ici aux étudiants de la filière BTP, section S3. Inch'Allah, donc, dans cette séance, on va commencer le premier cours en électrotechnique. On va traiter ce qu'on appelle les circuits monophasés. D'accord? Donc, comme vous le savez, donc les circuits, il y a deux sortes de circuits. Donc, il y a les circuits monophasés et il y a aussi ce qu'on appelle les circuits triphasés, qui sera l'objet du chapitre numéro 2. Alors, et dans cette partie, on va surtout insister sur la notion de la puissance électrique. C'est très important. On va la définir. Okay. On va définir qu'est-ce que c'est la puissance électrique. Et voilà, mais avant ça, on va, avant de parler de la puissance électrique, bien sûr, il faut d'abord définir qu'est-ce que c'est un courant électrique. Donc, voilà, il faut parler du courant électrique, okay, et de la tension. Voilà, avant d'aborder cette notion de puissance électrique. Très bien. Alors, quand je parle de la tension, donc, on pense à la loi d'Email, d'accord? On le voit ici sur la figure, donc la loi d'Email, donc lorsque vous avez une maille. Alors, une maille, c'est quoi? C'est une succession d'un certain nombre de branches. Là, par exemple, sur la figure ici à gauche, vous avez 4 branches, et chaque branche, en fait, elle contient un dipôle. Un dipôle, voilà, au bord duquel nous avons une certaine tension. Donc ici, à chaque fois que nous avons une maille comme ça, donc on pourrait appliquer ce qu'on appelle la loi d'Email. Très bien. Alors comment est-ce qu'on fait? On n'a qu'à choisir un sens arbitraire. Okay, donc on n'a qu'à choisir un sens arbitraire pour la maille. Donc je peux choisir ce sens comme je peux choisir l'autre sens. Donc c'est sans importance. Ça n'aura aucun effet sur le résultat final, bien sûr. Alors, si je choisis par exemple ce sens-là, qui tourne en gauche-droite, alors en ce moment-là, la tension U1 elle sera considérée positive, U2 elle sera considérée négative, U3 c'est encore négatif, puis U4 elle sera positive. D'accord? C'est pour ça qu'on écrit. Voilà, on écrit plus U1 plus U4 moins U2 moins U3 c'est égal à 0. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi d'Email. Donc, on l'applique pour les tensions. D'accord. Pour les courants, on applique la loi d'Email. Très bien. Alors, la loi des nœuds, donc ici vous avez un nœud, donc c'est l'endroit où se coupe au moins 3 fils. Et puis, tout ce que vous avez à écrire, c'est, voilà, vous comptez les courants entrants, on les compte positifs, bah, celui sortant, on le compte négatif. Donc, vous avez ici plus I1, plus I2, plus I3, moins I4 égale à 0. Alors, ça, c'est la loi d'Email, donc la loi des nœuds. Vous les connaissez très bien. Alors maintenant qu'on a défini la tension et le courant, la puissance, c'est juste le produit. C'est juste le produit du courant fois la tension. Attention, donc pour les unités, pour la puissance, vous avez l'unité, c'est le watt. D'accord? L'unité, c'est le watt. Donc, il faut oublier ça. Après qu'on a défini la puissance, donc on va traiter, on va parler du dipôle. Okay, ben, bien sûr, ça c'est les composants les plus intéressants. Donc, dans un circuit, vous avez un certain nombre de dipôles qui peuvent bien être des générateurs comme ils peuvent être des récepteurs. D'accord? Mais en fait, cette notion de générateur et de récepteur, en fait, ce sont des conventions. Ce sont des conventions donc, que je considère. Okay? Je peux considérer n'importe quelle convention indépendamment de la nature réelle de mon dipôle. Voilà, je peux bien prendre par exemple un générateur, il est considéré comme étant un récepteur. Et en réalité, on peut avoir des situations comme ça, par exemple dans un circuit où vous avez plusieurs générateurs. Ça se peut que l'un des générateurs joue le rôle d'un récepteur. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on va considérer cette notion de récepteur générateur comme étant
une convention, c'est-à-dire c'est un choix qu'on va assumer tout simplement. Alors, si je fais le choix d'un générateur, il suffit de prendre la tension et le courant dans le même sens. Si vous faites le choix d'un récepteur, alors en ce moment-là, vous n'avez qu'à prendre le courant et la tension dans le sens opposé. Alors, voilà, donc maintenant, on va s'intéresser particulièrement à ce qu'on appelle les récepteurs électriques linéaires. Donc, ici donc, c'est voilà, des récepteurs. Donc, c'est pour ça que je vais prendre pour la résistance. Donc, je peux aussi choisir l'autre sens. Donc, mais là, pour la résistance, généralement, on la considère comme étant un récepteur parce que c'est ce qu'il est en fait. Alors, ça veut dire que I, on s'est supposé, et la résistance, vous avez la loi que vous connaissez, U est égal à RI. Donc, ici, donc, on va s'intéresser particulièrement à trois types de dipôles. Donc, d'abord la résistance, et après, vous avez la bobine, puis vous avez la capacité. Alors, donc, vous voyez, donc j'adopte tout le temps la loi, j'adopte cette convention de réciproque. Et pour la bobine, vous avez U est égal à L fois D sur dt. Donc, L, vous connaissez ce que c'est. Donc, c'est ce qu'on appelle l'inductance. D'accord. Et l'unité, c'est l'Henri. Pour la capacité, vous avez la loi d'Ohm, c'est I est égal à C fois D sur dt. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle la capacité du condensateur. Bien évidemment, je peux aussi choisir la notion générateur, donc la convention générateur, pardon. Hein, c'est juste un choix, comme je vous expliquais tout à l'heure. Mais attention, hein, lorsque je prends la convention générateur, alors il faut mettre un signe moins. Il faut mettre un signe moins dans cette expression. Okay, donc, à chaque fois que vous changez de conversion, vous changez de convention, pardon, et ben vous mettez, n'hésitez pas à mettre un signe moins dans l'expression que vous avez. D'accord. Bien. Alors, voilà, donc les circuits qu'on vient de voir, on peut les traiter à différents régimes. Donc, on peut avoir un régime continu comme on peut avoir un régime variable. Bien sûr, pour nous, dans le secteur du bâtiment, ce qui nous intéresse le plus, c'est le régime variable parce que dans le bâtiment, donc le réseau électrique, donc en fait c'est un réseau sinusoïdal, d'accord, qui a une fréquence de 50 Hz. Mais cependant, le régime continu aussi c'est très important. N'oubliez pas parce que dans la maison il y a des appareils qui fonctionnent en régime continu. Mais vous savez en fait que on peut passer d'un régime à l'autre, on peut transformer un signal continu en un signal sinusoïdal, comme je peux faire l'inverse. Aussi, c'est ce qu'on a à l'aide d'un ondulateur. Ça, c'est le composant qui vous permet de passer du continu vers le sinusoïdal. Et comme on peut transformer un signal sinusoïdal en un signal continu en utilisant ce qu'on appelle un redresseur. Bon, alors en ce qui est des régimes continus, donc tout est simple en fait, donc tout est constant. Tout est constant dans le circuit. Donc vous avez les grandeurs constantes, la force électromotrice du générateur sont constantes. Bien sûr, les résistances également, ce qui fait bien évidemment, ce qui nous intéresse, rappelez-vous, chaque circuit, dès que je parle d'un circuit électrique, donc la grandeur essentielle, ou bien les grandeurs essentielles, c'est la grandeur essentielle, c'est la puissance. Okay, c'est la puissance. Et la puissance, donc pour la déterminer, il faut calculer bien évidemment l'intensité du courant et également la tension U. Alors, pour calculer le U et le I, donc on n'avait qu'à appliquer les lois dont on a pu parler précédemment, à savoir la loi d'Imail et la loi d'Imail. Alors là, par exemple, dans ce circuit qui est très très simple, donc, on pourra calculer la puissance, donc c'est I fois I. Hein. Donc, ici, c'est la puissance en fait, absorbée par le récepteur, ici, parce que là, vous avez un récepteur qui est connecté à un générateur. D'accord. Ici, vous avez un générateur avec sa résistance interne. Et puis, vous avez un récepteur en fait, qui reçoit de l'énergie de la part de notre générateur. Alors, j'essaie de voir en fait ici l'objectif en quelque sorte, ici, c'est de
savoir dans quelles conditions le générateur envoie un maximum d'énergie vers le récepteur. D'accord? Donc, c'est ça, en fait, l'objectif, c'est de trouver la condition, hein, c'est en fait de déterminer dans quelles conditions, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis une résistance variable ici. Donc, je peux modifier en changeant la valeur de la résistance, la puissance transmise par le générateur au récepteur va changer. Alors, l'objectif, c'est de trouver une valeur optimale de la résistance R permettant de maximiser, si vous voulez, la puissance envoyée par le générateur. Alors, pour cela, on n'a qu'à faire un calcul. Donc, vous avez P égale à I fois I. Puis, puisque nous avons une résistance, on peut bien remplacer I par R fois I. Et on obtient quoi? On obtient R fois I carré. Maintenant, voilà. Donc, pour obtenir un courant maximal, en fait, le courant maximal en fait qu'on peut avoir dans le circuit, eh ben, c'est lorsque R égale à 0. Si on prend R égale à 0, on aura un Imax. Comme vous le savez, hein, vous augmentez la résistance, le courant diminue. Vous diminuez la résistance et le courant diminue. Non, alors, en augmentant la résistance, le courant diminue, et en diminuant la résistance, le courant il va augmenter. Donc, pour obtenir une intensité maximale, on n'a qu'à prendre R égale à 0, et on a Imax égale à I sur RS. Par contre, pour chercher la tension maximale, donc là, il faut prendre R, ça tend vers l'infini. Donc, c'est complètement l'inverse de ce qu'on a ici. D'accord? Donc, si je prends R tend vers l'infini, alors en ce moment-là, donc le I, ça doit être égal à 0. Le I, ça doit être égal à 0. Parce que, en fait, vous avez I, c'est quoi? I, finalement, dans ce circuit, c'est E sur RS plus R. Donc, lorsque R tend vers l'infini, ça y est, c'est bon. Vous aurez un courant qui est égal à 0. Et si le courant est égal à 0, donc la tension au bord de la résistance RS est également égale à 0. Maintenant, si j'applique la loi d'Email dans le petit circuit qu'on a ici, on a U plus US égale à E. Puisque US égale à 0, donc vous avez U égale à E. E, c'est la tension, effectivement, c'est la tension maximale dans le circuit. Mais attention, attention, donc nous, ce qui nous intéresse en réalité, c'est pas Imax, c'est pas Imax, non. Ce qui est intéressant, bien sûr, c'est Imax. Alors, pour obtenir une puissance maximale, donc voilà, il faut prendre finalement, il faut prendre une valeur qui se trouve entre 0 et plus l'infini. D'accord? C'est une valeur qui il faut choisir R égale à RS. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va, en fait, que vous pouvez montrer facilement. D'accord? Donc, ça, c'est un exercice, en fait, qu'on va faire en classe. Et bien, voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle faire l'adaptation d'impédance. Ici, le récepteur va absorber un maximum. Donc, on dit que le récepteur est adapté au générateur. Hein. C'est parce qu'on a une puissance maximale. Très bien. Maintenant, on va passer au régime variable, qui est bien sûr le régime le plus intéressant. Donc, au régime variable, en fait, il y a deux parties. Donc, il y a le régime transitoire qui ne va pas nous intéresser beaucoup dans notre étude. Mais ce qui va nous intéresser, en fait, c'est le régime périodique permanent. D'accord? C'est le régime périodique. C'est le régime sinusoïdal. Et lorsque nous avons un régime périodique, donc forcément, nous avons une période, parce qu'il y a une répétition dans le temps, mais aussi une certaine fréquence. Donc, on peut définir, si vous avez un régime variable, pardon, périodique, on peut définir la période, on peut aussi définir la fréquence. Très bien. Alors maintenant, voilà. Donc, on va déterminer, supposons nous avons maintenant un signal périodique. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un signal périodique? D'accord? Alors, un exemple d'un signal périodique, c'est celui que vous avez ici. Donc, vous avez à gauche un signal périodique. Là aussi, c'est un signal périodique un peu particulier. C'est le signal sinusoïdal, mais c'est périodique. D'accord? Alors, lorsqu'on dit périodique, donc nous avons une certaine période, d'accord? Et dans les deux cas. Okay. Alors, voilà. Donc, à partir du graphique, bien sûr, vous pouvez estimer la période
T, qui est en seconde. Okay. Alors, puis, une fois que nous avons défini la période, on peut en déduire la fréquence facilement. Hein. La fréquence, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 sur T. Mais attention, attention, quelque chose de très important. Alors, lorsqu'on parle de la fréquence, alors c'est forcément en régime sinusoïdal. D'accord? On n'a pas le droit de parler de la fréquence d'un signal qui n'est pas sinusoïdal. Donc, le seul cas où l'on peut parler d'une fréquence, c'est le cas d'un signal sinusoïdal. Donc, faites attention, c'est très important. La pulsation aussi, donc dès que vous avez défini une fréquence, donc vous pouvez également déterminer la pulsation en utilisant cette relation que vous connaissez. Oméga est égal à 2P fois F en radians par seconde. Donc faites attention aux unités également. Donc, voilà. Et puis maintenant, voilà, donc il y a les trois grandeurs, la période, la fréquence, puis la pulsation. Donc rappelez-vous, si d'où là la fréquence et la pulsation, c'est uniquement dans le cas d'un signal sinusoïdal. Mais après, il faut également déterminer une grandeur très importante qu'on appelle la valeur moyenne. D'accord, la valeur moyenne du signal. Alors, par définition, la valeur moyenne d'un signal is de t, hein, ici le signal c'est is de t, ça peut être un signal de ce genre-là, peu importe, et ben, c'est 1 sur t, l'intégrale de t0 jusqu'à t0 plus t. Ça, c'est la définition mathématique de la valeur moyenne d'un signal. D'accord? Alors, c'est très important cette valeur moyenne, parce qu'en fait, c'est la partie constante dans un signal. Okay. Donc, un signal périodique, attention, il peut contenir une composante continue et une composante alternative. Alors, la composante continue, en fait, voilà, c'est ça. Hein, c'est un composé. Un signal périodique, c'est un composé. Hein. Un composé, c'est un signal qui est composé de deux composantes, une composante constante et une composante variable, qu'on appelle une composante alternative. Alors, la composante continue, c'est la valeur moyenne. Okay. Donc, et puis, il y a aussi la valeur efficace. La valeur efficace, c'est très important aussi. Et on l'a défini de cette manière. Hein, d'accord. Donc, comme vous voyez, c'est la formule ici. Pourquoi c'est important? Parce que, en fait, c'est la grandeur mesurée. Donc, lorsqu'on mesure, généralement, les appareils de mesure, ils détectent la valeur efficace ici. Pardon. Non, je corrige ça. Voilà. Voilà. La valeur efficace. OK. Alors, voilà, donc ce sont les grandeurs caractéristiques d'un signal périodique quelconque. Hein. Quelconque, donc ça peut être sinusoïdal ou autre chose. Donc, il y a trois grandeurs essentielles. Donc, vous avez la période, vous avez la valeur moyenne et vous avez la valeur efficace. Et bien sûr, dans le cas d'un truc sinusoïdal, on ajoute la fréquence et la pulsation. Alors, voilà, des remarques importantes. Donc, la valeur moyenne d'un signal est la valeur qui sépare le signal sur une période en deux aires égales. Oui, ça c'est une interprétation géométrique de ce qui est en fait la valeur moyenne d'un signal. Alors, voilà, donc en tout cas, c'est bon. Alors, après alors, c'est la recherche de la puissance par épijoule due à un courant alternatif qui mène à la notion de la valeur efficace. Voilà, donc la valeur efficace, par contre, c'est une notion qui est liée à la puissance. C'est pour ça que c'est intéressant. D'accord. On va s'intéresser très, très souvent à la valeur efficace qui est en relation directe avec la puissance. Okay. En réalité, la valeur efficace d'un courant est celle qui produit la même puissance consommée par épijoule qu'un courant continu de même valeur. Donc, par définition, donc, là, on nous donne qu'est-ce que c'est la valeur efficace. Bien, alors, il faut faire attention. Donc, si vous avez, par exemple, deux signaux, X1 et X2, ben,
signal résultant, hein, signal résultant STT, c'est égal à S1 plus S2. D'accord, on peut faire la somme. Par contre, si vous avez, si vous avez S est égal à S1 plus S2, alors les valeurs moyennes, on peut les ajouter. Par contre, on ne peut jamais ajouter les valeurs, efficaces. Okay. Alors, ça découle ça découle de la définition mathématique de la valeur moyenne. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc la valeur moyenne, vous avez S. D'accord? C'est pour ça qu'on peut sommer. Mais là, vous avez S carré. Ça rend toute sommation impossible. Bien. Alors maintenant, puisqu'on va travailler avec un signal sinusoïdal par la suite, il est important d'utiliser des outils mathématiques qui vont nous permettre de traiter ce genre de signaux d'une manière plus efficace. D'accord? D'une manière plus efficace. Alors, voilà. Et c'est là qu'on va faire appel à à l'imputation complexe. C'est hyper important, hyper important. Donc, un signal sinusoïdal, je le représente par quoi? Par un nombre complexe. Voilà, c'est tout. Donc, et comment? Alors, c'est ce qu'on va voir. Alors, prenons le cas ici que nous avons. Donc, effectivement, ici, c'est un truc sinusoïdal, donc que je peux formuler mathématiquement de la façon suivante. N'importe quel signal sinusoïdal, ça s'écrit sous forme de S égale à S max sinus négatif plus phi. Alors, S max, c'est la valeur maximale, bien sûr. Et puis, vous avez phi, c'est ce qu'on appelle la phase à l'origine. Donc, normalement, pour déterminer ce phi, il faut revenir en fait à l'instant t égal à 0. Et puis, puisque c'est sinusoïdal, donc bien sûr, vous pouvez définir vous pouvez définir la fréquence, la pulsation et le phi. Alors, dans ce cas, vous avez phi égal à 0, voilà, ça passe par 0. Donc, voilà, c'est pour ça que nous avons un phi qui est égal à 0. Bien. Voilà. Alors, je passe à la chose suivante. Donc maintenant, quelle est la valeur moyenne d'un signal sinusoïdal? Donc lorsque j'intègre, ça va nous donner 0. Donc c'est un calcul qu'on va faire en classe. Donc voilà, c'est facile à faire. En fait, tu n'as qu'à remplacer S de T dans cette expression par, ce qu'on nous a donné ici, donc par S max sinus oméga T. Puis on intègre facilement le travail et on trouve que c'est égal à 0. Okay. Et puis, la valeur efficace, on démontre que la valeur efficace, en fait, c'est égal à S max sur racine de 2. Donc, ça, c'est à démontrer. Donc, c'est un travail qu'il faut faire aussi. Et c'est pas compliqué. Alors, attention, ces résultats sont valables uniquement en régime sinusoïdal. Donc, ça, c'est ce qu'on avait déjà dit. Par exemple, S efficace, lorsqu'on dit la valeur moyenne, c'est égal à S max sur racine de 2. Donc, attention, c'est uniquement pour un signal sinusoïdal. Mais pour un signal carré ou autre chose, bien sûr, cette expression n'est plus valable. Bien. Voilà. Nécessité d'une notation particulière des grandeurs sinusoïdales. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit qu'en fait, pour pouvoir traiter des grandeurs sinusoïdales, ou bien un signal sinusoïdal, il faut utiliser des notations particulières. Par exemple, la notation, les nombres complexes, comme je viens de le signaler. Alors, en régime sinusoïdal, les relations d'email exprimées à l'aide des relations entourant la figure 4 deviennent des équations différentielles dont la résolution se complique de façon prohibitive dans des circuits comportant plus d'un ou deux récepteurs. OK, alors, ce qu'on est en train de vous expliquer ici, c'est que, attention, lorsque vous avez un circuit électrique, normalement, pour déterminer l'intensité et la tension, ce n'est pas quelque chose de facile. Hein, ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce que même si on arrive à faire correctement les choses, à la fin du calcul, on tombe sur des équations différentielles. On tombe sur des équations différentielles. Alors, pourquoi on tombe autant sur des équations différentielles? C'est parce que dans les circuits, vous pouvez avoir un condensateur, vous pouvez avoir des bobines, et lorsque vous avez des condensateurs et des bobines, donc vous avez des relations de ce genre-là avec des dérivés, vous voyez. Donc vous pouvez avoir des dérivés. Et qui dit dérivé,
donc dit tout simplement équation différentielle. D'accord? Donc les équations différentielles, c'est parce que nous avons voilà, soit un condensateur ou bien une bobine. Par contre, le cas d'une résistance, donc dans le cas d'une résistance, non. Si nous avons que des résistances, on obtient des équations algébriques qui sont faciles à résoudre. Très bien, donc nous avons des équations différentielles et comme vous le savez, la résolution des équations différentielles, ce n'est pas un travail simple à faire, notamment lorsque vous avez une équation différentielle d'ordre 2, d'ordre 3, ainsi de suite. Bien, d'ordre supérieur. Alors, puisque la résolution de ces équations est difficile à faire, donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une notation particulière pour simplifier, en fait, qui va nous pouvoir, on a besoin d'idées, d'idées pour pouvoir résoudre facilement ces équations. D'accord, effectivement, donc, il y a une méthodologie qui consiste à utiliser la notation complexe. Donc ici, la notation complexe, lorsqu'on l'utilise, c'est pour faciliter tout simplement la résolution des équations différentielles qu'on obtient lorsqu'on travaille sur le circuit électrique. Alors, les nombres complexes, juste pour vous rappeler, donc Z ici, c'est un nombre complexe, donc il y a la partie réelle et il y a la partie imaginaire. Donc, vous savez que le I carré est égal à 11. Mais de toute façon, dorénavant, pour ne pas confondre le I là, qu'on a ici avec le courant électrique I, la prochaine fois, donc, on va utiliser J à la place de I. D'accord? Donc, voilà, c'est juste pour ne pas avoir de confusion. Voilà. Bien. Alors, ce nombre complexe, en fait, ce nombre complexe, Z, je peux aussi le représenter par un vecteur. C'est très important. C'est ce qu'on appelle le schéma de Fresnel. Donc, un nombre complexe, on peut le représenter par un vecteur, okay, dans le plan. Alors, ce vecteur, il a deux composantes. Donc, la première composante, c'est sa partie réelle, et la deuxième composante, c'est sa partie imaginaire. Donc, ici, nous avons l'axe des réels, et là, nous avons l'axe des imaginaires. Très bien. Puis quoi? Donc, il y a aussi un autre moyen de procéder, c'est que au lieu d'utiliser A et B, qui sont la partie réelle et la partie imaginaire, on peut aussi à la place, utiliser R et θ. D'accord? Donc, c'est absolument la même chose. D'accord? Donc, pour décrire un nombre complexe, il y a deux façons de le faire. Donc, soit utiliser la partie réelle et la partie imaginaire, ou bien utiliser le module et son argument. D'accord? R et θ, c'est pareil. Donc, si vous connaissez A et B, vous pouvez déterminer Z. Et si vous connaissez R et θ, vous pouvez également déterminer Z. Donc, c'est un choix. C'est un choix qu'on fait ici. Mais je dois vous le dire, en fait, R et θ aussi, donc c'est intéressant de les introduire parfois, donc ils permettent de faciliter énormément les calculs. D'accord? Donc ici, rappelez-vous, R, c'est ce qu'on appelle le module, donc pour le trouver, vous n'avez qu'à mettre la racine carrée de A carré plus B carré. Et puis, θ, c'est ce qu'on appelle l'argument, et pour la déterminer, vous n'avez qu'à mettre l'arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. Ça, c'est ce qu'on appelle l'argument. Très bien. Alors, spécificité de l'électrotechnique. Alors, en électrotechnique, bien sûr, c'est la branche qui nous intéresse ici, l'électrotechnique. Donc, lorsque je dis électrotechnique, ce n'est pas électricité, c'est différent. Alors, en électrotechnique, bien sûr, la différence, c'est la puissance. D'accord? Alors, en électrotechnique, généralement, vous savez, on travaille avec des puissances très importantes. Alors qu'en électricité, les puissances sont très, très, très faibles. Et du coup, lorsqu'on fait de l'électrotechnique, donc on s'intéresse beaucoup à la puissance électrique absorbée. C'est ce qu'on appelle absorbée par un récepteur, qu'on appelle aussi la puissance nominale d'un récepteur. Alors, en électrotechnique, les récepteurs électriques sont pratiquement toujours connectés aux bornes d'une même source fournissant une tension sinusoïdale U qu'on caractérisera par sa valeur efficace U en considérant la tension T comme une tension d'alimentation
du charge, on considère selon sa tension comme étant à l'origine du phase. Alors, de toute façon, là, il nous dit, voilà, donc en électrotechnique, on a affaire à des signaux sinusoïdaux. Et à chaque fois, le signal sinusoïdal, on va le caractériser par quoi? On va le caractériser par, par, par deux grandeurs, en fait. Mais c'est surtout une seule grandeur qui est sa valeur efficace. D'accord? Donc, dorénavant, rappelez-vous, un signal sinusoïdal, il a trois caractéristiques. Alors là, je vais revenir un petit peu en arrière pour vous montrer. Un grandeur sinusoïdale, et une grandeur sinusoïdale, c'est ce qu'on a ici. Vous avez la première caractéristique, c'est l'amplitude. La deuxième caractéristique, c'est la pulsation. Et la troisième, c'est la phase à l'origine. Mais en électrotechnique, franchement, lorsqu'on travaille en monophasé, la seule grandeur qui va nous intéresser, c'est Smax. Mais à la place de Smax, je peux aussi utiliser la valeur efficace. Ah, c'est absolument la même chose. Hein. Si on connaît Smax, on a la valeur efficace. Si on connaît la valeur efficace, bien évidemment, vous avez Smax. Donc voilà, pour tout vous dire, en électrotechnique, la grandeur qui nous intéresse le plus, c'est quoi? C'est la valeur efficace. Le reste, en fait, ça reste inchangé. Alors, de façon classique, un signal sinusoïdal, donc la prochaine fois, donc, vous mettez U est égal à quoi? U max sinus oméga t plus phi. Alors, le phi, on le prend égal à 0, ça ne nous intéresse pas pour le moment, mais attention, lorsqu'on passe au système triphasé, euh, la phase à l'origine, le phi, elle va devenir un paramètre très, très important aussi. D'accord? Mais en tout cas, au monophasé, on peut le prendre égal à 0 si on veut, donc il n'y a aucun problème. Et puis après, donc Emax, je peux le remplacer par la valeur efficace fois racine de 2. C'est cette notation-là qu'on va devoir utiliser prochainement. D'accord? Bien. Alors, par ailleurs, la grande majorité des récepteurs électriques sous tension sinusoïdale sont des récepteurs à tendance inductive. Donc voilà, là c'est dit. En électrotechnique en général, dans le secteur du bâtiment, donc, nous avons des récepteurs à caractère inductif. Ça veut dire, généralement, c'est des bobines qu'on a, ok? Et non pas des capacités. C'est normal parce que on a des moteurs, hein, on utilise des moteurs à chaque fois. Donc, vous avez par exemple une machine à laver, donc il y a un moteur à l'intérieur, vous avez un réfrigérateur, vous avez un moteur. Vous voyez, donc c'est des bobines. Généralement, c'est des bobines. Donc, ils ont une tendance, des récepteurs à tendance inductive. D'accord? Inductive, ça veut dire c'est le contraire du capacitive. Hein, c'est le contraire d'une capacité. C'est une bobine, une sorte de bobine. Alors, ainsi, dans la plupart des cas, le courant I traversant le dipôle, il est en retard par rapport à la tension. Voilà quelque chose d'intéressant. Donc, vous voyez, ça c'est la tension. Ça, c'est la tension d'alimentation. Mais lorsque vous avez une tension, donc elle va générer un courant, également sinusoïdal. D'accord? Mais il se trouve que le courant, il sera en retard. Donc, c'est pour ça que nous avons un moins ici, pour dire que, attention, le courant, il est en retard par rapport à la tension. Et pourquoi il est en retard? C'est parce que nous avons des récepteurs inductifs. Dans le cas contraire, si vous avez des récepteurs capacitifs, alors ce serait plutôt l'inverse. Bien. Alors, voilà, c'est bon, on arrive à la notation complexe des tensions et du courant. Alors, voilà. Donc, on va prendre le cas qu'on a ici. Imaginez, vous avez, voilà, donc vous avez une tension, vous avez la tension, vous la voyez ici. Et puis ça, c'est quoi? Ça, c'est le courant. Vous avez U de T, puis I de T. Très bien, mais comme vous le remarquez ici, vous voyez, le courant, il est en retard par rapport à la tension. Pas en retard parce que, par exemple, ici, c'est la tension qui monte d'abord. Après, le courant monte après. Donc, vous voyez que le courant, en fait, il suit la tension, mais avec un certain retard. Et ce retard-là, phi, donc c'est phi, hein, dont on avait parlé. Et bien voilà, donc,
si je pose en fait θ est égal à oméga t, vous avez u est égal à u racine de 2 sinus oméga t qui est égal à θ tout simplement. Vous avez u est égal à r racine de 2 sinus θ moins 1, le rota, moins phi. Très bien. Alors maintenant, comment cette façon de représenter, c'est pas une façon assez intéressante. Représentation temporelle, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de représenter en fait les grandeurs I et U, hein, qui sont bien sûr les grandeurs principales, parce que c'est elles qui vont permettre de calculer la puissance, la tension et le courant. Et puis pour les représenter, donc on va les présenter dans un plan complexe. Et puis voilà, c'est très simple. Par exemple, pour U, je la représente par un vecteur qui va tout simplement avec l'axe des réels. Pourquoi elle va avec l'axe des réels? Parce que ici, vous avez 0. Vous avez θ moins 0. Donc ici, on dit que U est l'origine des phases. Donc, et par contre, pour le courant, vous avez moins phi. Moins phi. Donc, en fait, ça veut dire que nous avons un retard. Hein, vous voyez, vous avez un retard. Donc, c'est comme si vous avez les flèches qui tournent dans ce sens. Celui en retard, c'est celui, voilà, celui en avant et voilà celui en retard. C'est comme si le courant ici, il suit la tension puisqu'il tourne dans ce sens-là. Et l'angle entre les deux, c'est quoi? Eh bien, c'est phi. Bien, alors ça, c'est une représentation qu'il faut bien maîtriser. Donc, c'est un travail qu'il faut faire tout le temps afin de maîtriser cette technique qui consiste à représenter les grandeurs sinusoïdales par des vecteurs. Okay. L'essentiel ici, en fait, c'est très simple. Pour représenter un vecteur, vous avez besoin de deux choses. Vous avez besoin de module, elle est là, c'est I, c'est ce que vous avez ici. Et puis, vous avez besoin de l'angle. L'angle, il est à l'intérieur. Vous la voyez ici, c'est phi. D'accord. Pour la tension, donc, la valeur, le module, c'est U. De là jusque-là, c'est la longueur. Ce qu'on voit ici, ce qui est à l'extérieur du sin, c'est la longueur. Et ce qui est à l'intérieur du sin, à côté de θ, c'est l'angle. Que fait le vecteur avec l'axe des réels? Ici, vous avez 0. Donc, ça veut dire que ça va coïncider avec l'axe des réels. Bien. Ok, alors voilà, donc aujourd'hui, on va s'arrêter là. Donc, on continuera la prochaine fois, Inch'Allah, la suite de ce cours.